Cette vidéo est sponsorisée par Allopneu. Nouvelle année, nouveau partenaire pneumatique pour The Choucroute Garage. Allopneu, c'est un site de vente de pneumatiques à prix contenu, mais pas que. Choisissez vos pneumatiques grâce à l'immatriculation ou le modèle de votre auto et choisissez votre montage. Avec plus de 6000 garages agréés et des monteurs à domicile présents sur toute la France, vous trouverez toujours le meilleur moyen de vous faire installer vos pneumatiques de manière pratique et à prix canon. Un grand merci à Allopneu de soutenir The Choucroute Garage, mais également d'offrir une remise de 5% si vous commandez vos pneus avec le code que je vous mets ici et en description, eh bien, vous bénéficiez de cette remise. Achetez vos pneus chez Allopneu et bénéficiez d'un tarif spécial abonné du Choucroute Garage sur la période. Et maintenant, place à votre vidéo. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Minute d'Histoire. Je ne m'attendais pas à refaire un de ces épisodes aussi vite, mais lorsque j'ai vu l'histoire que je vais vous raconter, je n'ai pas pu résister. Vous savez que j'affectionne particulièrement l'histoire de l'automobile avec un grand H. Mais ce que j'aime encore plus, ce sont les petites histoires bien pétillantes et parfois piquantes en marge des aventures légendaires que nous racontent les constructeurs et chroniqueurs marketing. En effet, la plupart des histoires que vous racontent les constructeurs sont bien évidemment romancées et enjolivées. Notre histoire du jour implique une voiture révolutionnaire, 2 femmes, un homme et 5 enfants pour une arnaque de haut vol. C'est cette personne, rassurez-vous, je sais compter encore. Cette histoire a une tournure si particulière que même le nombre de personnes impliquées directement est flou, d'une certaine manière, vous verrez. Donc, ces 7 personnes ont réussi un coup à plusieurs dizaines de millions de dollars des années 70 grâce à une technologie de la NASA et un bricoleur du dimanche californien. Aujourd'hui, je suis heureux de vous présenter l'histoire de la 20th Century Motor Car Corporation et de sa voiture révolutionnaire, la Dale. Si ça te plaît, mets un pouce vers le haut et commente. Si ça te plaît beaucoup, abonne-toi. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. Avant d'entrer dans le vif du sujet, posons un peu de contexte. Nous sommes en 1973 et la première crise pétrolière bat son plein. L'industrie automobile américaine est exsangue en raison de ses modèles gourmands, mais pas que. 1973 est aussi un tournant dans 2 domaines largement ignorés par les constructeurs de l'époque, la sécurité et la pollution. Ainsi, cette même année voit l'apparition de l'essence sans plomb, des catalyseurs et du premier airbag de série. Clairement, cela posait énormément de problèmes aux concepteurs de voitures de l'époque. Les constructeurs américains commencent à sentir également l'arrivée des voitures japonaises qui pointent le bout de leur nez, les dents si longues qu'elles raclent le bitume. Bref, les 3 grands de Détroit, GM, Ford et Chrysler, sont en fâcheuse posture et les Américains commencent à craindre pour leur souveraineté. La crise est telle que le président Nixon prend des mesures à l'hiver 1973 pour réduire la température des chauffages et ordonner l'extinction des illuminations de Noël dans tout le pays, le tout pour économiser de l'énergie, et donc du pétrole. Alors que le destin de l'automobile américaine semble scellé, arrive une annonce dans les médias. Une société américaine, la 20th Century Motor Car Corporation, installée à Burbank, en Californie, présente une maquette d'une auto à 3 roues révolutionnaire, la Dale. Ne consommant que 3,5 litres au 100, elle est ultra légère grâce à des technologies issues du programme spatial. Mais en plus, elle ne coûte que 2000 $. À cette époque, le prix moyen d'une voiture neuve était de 4750 $. Et donc, avec la récession due à l'embargo du pétrole, la Dale était une sacrée affaire. La voiture doit sa naissance à une femme très originale, dont l'histoire est déjà un vrai roman d'aventure en soi. Née dans une ferme en Indiana, Geraldine Elizabeth Carmichael, dite Liz, est une femme étonnante. Elle est grande et ceux qui l'ont côtoyée ont évalué sa taille à 2 mètres environ, et son poids à une centaine de kilos. Peu féminine, elle est volontaire et sûre d'elle, et s'exprime d'une profonde voix grave. La cigarette qu'elle arbore régulièrement ne doit pas être étrangère à ce fait, se dit-on. Mariée à un ingénieur de la NASA, elle sort de sa ferme parentale et profite de la situation de son mari pour faire des études et devenir ingénieure. De cette union naissent 5 enfants, qui accompagnent souvent leur mère d'ailleurs, ainsi que la secrétaire et gouvernante de Liz, Viviane Barrett.
Selon Liz, son mari est décédé en 1966, mais il a laissé des notes et un matériau d'une exceptionnelle robustesse. En 1973, elle va rencontrer Dale Cliffs. Il s'agit d'un bricoleur du dimanche qui se promène souvent avec une auto de sa conception, la Commuter Cycle. 3 roues construites à partir de tubes en acier, de pièces de moto Honda 350 et d'un revêtement vinyle, la voiture faite de briques et de broc intéresse Liz Carmichael, qui signe un chèque de 1000 $ à Cliffs pour avoir le droit d'utiliser son design. Elle lui fera d'ailleurs un second chèque de 2000 $ pour s'assurer de sa participation à la conception de la voiture révolutionnaire qui portera son prénom. Et la patronne lui promet plusieurs millions de dollars de royalties une fois la production commencée. Quelques mois plus tard, la maquette de la Dale voit le jour. Dotée d'un moteur bicylindre de 40 chevaux, elle peut atteindre 135 km/h et peut emmener 2 passagers. Son châssis est réalisé dans un matériau composite révolutionnaire secret que Liz appelle une résine à fusée, qui serait d'ailleurs utilisée par la NASA pour les lanceurs spatiaux. La carrosserie et les vitres sont réalisées en Rigidex, matériau plastique plus résistant que tous les composites en production à cette époque. Liz raconte d'ailleurs souvent qu'elle a percuté un mur à plus de 50 km/h et qu'elle en est sortie indemne, ainsi que la voiture. Cette dernière n'a d'ailleurs, selon elle, aucune trace de choc, pas même une rayure. Le tout pour une auto pesant moins de 500 kg. Sacrée performance, mine de rien. Hein. L'architecture à 3 roues explique le coût et le poids réduit de l'auto, mais pas que. La coque est réalisée d'une seule pièce et s'avère extrêmement simple. Liz déclare même que l'auto n'a pas de faisceau électrique. Celui-ci est, dit-elle, imprimé directement dans le tableau de bord. Ouais. Si vous êtes un peu sceptique comme moi, vous commencez à avoir venir une certaine douille. Parce qu'il y a des détails quand même qui choquent. Et en plus, tout ceci est trop beau pour être honnête. Mais Liz et ses équipes ont déjà commencé à prendre des réservations. Elle a également commencé à vendre des actions de l'entreprise et à établir des contrats de concession. À 500 $ la réservation et de 35 000 à 75 000 $ la concession, l'argent s'accumule vite. 30 millions de dollars, selon Liz, sont recueillis en quelques semaines. La voiture est présente partout, des journaux à la télé, mais aussi dans les magazines. Liz Carmichael devient en quelque sorte une star et fait parler d'elle. Son histoire fascine et alimente le mythe du rêve américain. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes jusqu'en 1975. William D. Miller, le directeur de la communication de la 20th Century Car Company, est découvert assassiné dans son bureau. L'enquête commence et le coupable est bien vite trouvé en la personne d'un autre employé de l'entreprise. Il s'avère que les deux avaient purgé une peine de prison dans la même cellule à Saint-Quentin. Et que finalement, l'assassinat de Miller n'a rien à voir avec la voiture. Mais il s'agit de l'aboutissement d'une rancœur ancienne. Pourtant, lors de l'enquête, la police s'est intéressée à l'entreprise et au travail de Miller. Cette affaire met donc en lumière certaines irrégularités dans le fonctionnement de l'entreprise et met la puce à l'oreille à 2 administrations. Le California Department of Corporations, qui s'occupe des sociétés, et le California Department of Motor Vehicles, qui s'occupe des véhicules à moteur. Il s'avère que l'entreprise n'est ni enregistrée comme une société publique et donc ne peut prétendre à la vente d'actions, mais qu'en plus elle n'est pas listée dans les constructeurs automobiles. Autrement dit, l'entreprise de Liz Carmichael n'a ni le droit de prendre des réservations pour des véhicules, mais en plus elle n'a strictement pas le droit d'ouvrir des concessions ou même de vendre des actions. Les autorités décident alors de perquisitionner l'entreprise et de demander des comptes à sa patronne. Les bureaux de Burbank sont presque vides et le loyer n'est même plus payé. Les bâtiments censés abriter la prétendue usine sont quant à eux totalement vides. La voiture s'avère en fait être une coque de fibre de verre posée sur un treillis en tube d'acier. Son moteur, s'il est fonctionnel, n'est même pas relié à la roue arrière faute de transmission. Certains diront qu'il s'agit d'un moteur d'origine BMW et d'autres diront qu'il s'agit d'un moteur de groupe électrogène. Les ingénieurs présents, dont Dale Cliffs, jurent leur bonne foi et ce dernier essayera même de rendre la voiture fonctionnelle pour le prouver. Il n'y arrivera pas, la transmission qu'il va installer ne fonctionnera pas et la voiture ne sera jamais fonctionnelle. De son côté, Liz est déjà partie établir son entreprise dans un lieu plus hospitalier, le Texas. À proximité de Dallas, elle recommence à faire la promotion de sa voiture, désormais appelée Revette, pour brouiller les pistes. Une nouvelle maquette est produite, mais elle est encore plus rudimentaire que la première. Elle n'a même pas d'intérieur ou de vitres. Pour réussir son coup, Liz n'y va pas par 4 chemins.
Elle a réussi à convaincre les producteurs de l'émission de télévision Le Juste Prix de faire apparaître la voiture comme gros lot lors d'une des émissions. Elle promet d'ailleurs toujours un début de production pour mi-1975. Si le candidat n'a pas trouvé le prix de la voiture, un des agents des autorités californiennes voit l'émission et reconnaît la voiture. S'ensuit une chasse à l'homme pour mettre la main sur Liz. Et vous allez voir que chasse à l'homme, c'est vraiment le mot. Celle-ci semble toujours avoir un coup d'avance sur la police, et le mystère s'épaissit. En effet, après recherche, les papiers de la femme d'affaires sont des faux, et on ne trouve son existence dans aucun registre avant 1971. Lorsqu'elle échappe de peu à la police à son luxueux domicile texan, elle laisse pourtant derrière elle des indices compromettants. Les agents découvrent en effet des accessoires utilisés pour dissimuler son sexe, et généralement courant chez les personnes transgenres. Liz est finalement arrêtée en avril 1975 à Miami et son identité est dévoilée. Il s'agit d'un homme de 47 ans, Jerry Dean Michael. Si les 5 enfants sont bien les siens, il n'en est pas la mère, mais le père. La mère, c'est Vivian Barrett, épouse de Jerry et non sa secrétaire ou gouvernante. Cerise sur le gâteau, Jerry est recherché par le FBI depuis 1961. Avec son changement de sexe, il a largement brouillé les pistes pendant 12 ans. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, vous l'imaginez bien. Les deux procès, l'un pour l'affaire de 1961 et l'autre pour l'affaire de la Dale, durent jusqu'en 1980. Le temps pour Jerry de nouer des contacts en vue de la production d'un film s'inspirant de son histoire. Pendant ce temps, Liz a ouvert un petit commerce de fleurs pour rester à flot financièrement. Car oui, en public, il garde cette identité de Liz Carmichael. Elle achète les fleurs en gros et les enfants les vendent aux différents croisements de la ville. Jerry est finalement condamné pour ses forfaits fédéraux et pour l'affaire de la Dale en Californie. Avec aplomb, il fait appel de cette dernière décision. Le tribunal ordonne une caution de 50 000 $, ce qui est énorme pour l'époque. Juste pour vous dire, l'amende de Jerry n'était que de 30 000 $. J'imagine que le juge a dû se dire que c'était suffisamment élevé pour que personne ne soit assez fou pour payer une telle somme afin de faire sortir Jerry de prison. Eh bien, il se trompait. Un courrier d'un commerçant en parfum arrive avec l'argent de la caution. Jerry est libéré et disparaît de la circulation avec ses 5 enfants. Le marchand de parfums est supposé être un producteur souhaitant s'approprier les droits exclusifs de l'histoire de Jerry. Et en fait, il en a été pour ses frais. L'histoire aurait pu en rester là, car l'ingéniosité de Liz est sans limite et sa détermination à garder la liberté est quelque part admirable. Il faudra attendre 1989 et une autre émission de télé pour la retrouver. Décidément, la télévision est une mauvaise muse pour Liz Carmichael. Sa photo de l'époque de la Dale est présentée dans l'émission Unsolved Mysteries. Elle trouve un écho chez un téléspectateur qui reconnaît une fleuriste du nom de Catherine Elizabeth Johnson dans la petite bourgade texane de Dale. Ça ne s'invente pas, décidément. Pour les autorités, les indices concordent et un mandat est lancé. C'est bien Liz Carmichael et elle retourne derrière les barreaux pour cette fois purger ses 2 peines. Après 10 ans en prison, Liz est libérée pour bonne conduite et retourne au Texas où elle ouvre de nouveau un commerce de fleurs avec ses enfants. Elle décède d'un cancer en 2004 sans jamais plus avoir violé la loi. La voiture existe toujours et se trouve au Petersen Museum en Californie. Au final, c'est une extraordinaire aventure que nous avons là. Au-delà de l'escroquerie, il y a tout de même une question à se poser. Est-ce que Liz Carmichael croyait vraiment en son projet? Ce que l'on sait, c'est que Dale Cliffs, lui, y croyait dur comme fer. Et peut-être n'avait-il pas tort. Si certaines caractéristiques s'avéraient loufoques, l'architecture générale de l'auto n'était pas dénuée d'intérêt. 3 roues, légères, avec une carrosserie aérodynamique, cela pouvait donner des performances proches de ce que prétendait Liz. Je pense qu'elle aurait été fascinée de voir son idée reprise en 2006 avec le plus grand sérieux pour aboutir à un prototype réalisant des consommations plus de 2 fois meilleures que celles qu'elle avait imaginées pour la Dale. Et cette fois pour une auto qui roulait vraiment, grâce à la technologie hybride. La voiture n'est pas allée jusqu'au stade de la production et l'entreprise a fait faillite. Mais comme Liz, elle a su rebondir, quelles que soient les circonstances. Aujourd'hui électrique dans une nouvelle version qui a vu le jour en 2019, cette descendante du concept de la Dale de Liz Carmichael est en passe de réaliser l'impossible. Être produite en série et être la voiture la plus efficiente au monde. Espérons qu'elle aura plus de succès. Oh, j'ai oublié de vous dire,
Cette descendante spirituelle de la Dale s'appelle l'Aptera. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao. On va pas déroger à la tradition. Le prochain épisode du Choucroute Garage que j'ai en tête, qui est déjà prévu, c'est un épisode d'essai. Et je vais essayer une Renault, oui, une Renault 5 électrique. Oui, tout à fait. Et ça, vraiment, venez voir cet épisode, vous verrez, c'est super intéressant. Et il s'inscrit un petit peu dans le même esprit que cette minute d'histoire d'aujourd'hui. Donc, vraiment, venez le voir. Ce sera intéressant. Il y aura plein de nouvelles choses parce que j'ai la chance de pouvoir aller visiter aussi une collection privée de voitures électriques anciennes. Voilà. Sinon, je pense vous faire prochainement un épisode 2 roues de nouveau, ou alors un éclair d'info pour mercredi, mais je ne sais pas encore. Pour l'instant, j'ai pas encore décidé. Soyez prudents sur la route et à bientôt.